L'échiquier international, bienvenue. La mondialisation heureuse, comme le chantaient quelques bardes du néolibéralisme, consiste d'abord à dissoudre les identités, les patrimoines dans un bouillon d'acculturation, souvent à la sauce américaine, une acculturation portée aussi par le chant à perte de vue des écrans numériques pour grignoter le peu qui reste de notre mémoire, de notre concentration également, de nos oralités, finalement de notre langue et surtout de notre lien avec le passé, et qui ignore son passé commet un crime d'emblée contre son avenir. Ce n'est pas accidentel que les colonialismes mettent l'accent en premier lieu sur la destruction des anthropologies et des patrimoines de ceux qu'on vise à administrer avec la boutine et le fouet. C'est vrai hier en Algérie comme aujourd'hui à Raza. En somme, la culture se confond avec l'appropriation de soi, la souveraineté de son moi collectif. Finalement, tout combat d'assistance et de résistance débute au niveau de la sauvegarde de cette frontière que l'ennemi vise en premier lieu à lézarder. Vider un sujet de sa mémoire culturelle et vous en feriez un manant, un assujetti à tous les vents hasardeux et douteux. Culture, patrimoine, résistance, littérature, on en parle à l'échiquier international de ce soir. Début des échanges, tout de suite. Et pour parler de tout ce programme riche, j'accueille Nadia Sapri. Alors, comment on peut la présenter? Bonsoir. Bonsoir, Karim. Écrivain, auteur, éditrice, conférencière, directrice de publication également avec votre revue, le Livresque. Je crois que vous avez créé en 2009. Auteur aussi d'une riche série de livres, d'essais également, de poèmes. En fait, c'est difficile de vous présenter, Nadia Sapri. Merci Karim, je suis ravie de participer à cette émission que je suis chaque soir, l'échiquier politique. Je suis vraiment ravie et puis vraiment on apprend beaucoup avec vous, avec les invités vraiment qui ont beaucoup de choses à dire et ravie de participer cette soirée, vraiment. Merci. On est content. Alors Nadia Sapri, l'Algérie élue à la commission intergouvernementale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. C'était aujourd'hui. La culture, on le voit, est un enjeu de notre époque. Il y a une urgence à sauvegarder la culture, Nadia Sapri. Absolument. En fait, la culture, comme je l'ai toujours dit lors de mes conférences, mes interventions, la culture, en fait, c'est le soft power, c'est tout ce qui est la douce puissance d'un pays, alors que ce soit la culture matérielle, immatérielle, la littérature, et bien sûr, la littérature avec la littérature, vous avez... Mais alors, la poésie, le témoignage, les essais, les romans, et tout cela, mon Dieu, c'est un petit peu l'horizon de ce qu'est un pays. Et chez nous, en Algérie, nous sommes ravis d'abord d'être riches en culture, riches en patrimoine, matériel et immatériel. Nous sommes un pays tellement ancien dans le temps. Et donc, c'est très, très important de revenir à ce pays qui est... D'ailleurs, je travaille sur l'époque, le 7e siècle. Je travaille sur le 7e siècle et puis comment on est venu vers l'Afrique centrale qui est Ifriqiya du centre, et c'est très, très riche. D'abord à cette époque, sans compter encore l'époque lointaine. Donc nous sommes un pays très très riche et sauvegarder ce patrimoine, c'est notre image dans le national et l'international. Alors, je le précise, il s'agit de la sauvegarde du patrimoine culturel au niveau de l'UNESCO. Le patrimoine donc est une urgence qu'il faut protéger pour les générations futures également, pour sauvegarder le passé, pour créer en effet un pont entre le passé et le futur, et pour raconter le passif à nos futures générations, pour continuer à nourrir notre identité algérienne, berbère, musulmane. Absolument, et d'autant plus qu'aujourd'hui l'Algérien voyage à travers le monde, mais à la base, avant ses pérégrinations, avant qu'il se déplace, il faut qu'il sache un peu qu'il sort d'un pays riche, qu'un pays pluriel. Et puis on est méditerranéen, mon Dieu. On est de l'Afrique du Nord. Et quand on est africain, numide, Afrique du Nord et berbère,
musulman de surcroît depuis le 7e siècle. Ça, c'est merveilleux comme richesse. Finalement, c'est ce que vous racontez un peu dans vos livres, à travers, on va donner, peut-être, ça va donner, j'espère que ça va donner envie aux téléspectateurs de les lire, parce que vos livres sont vraiment un voyage à travers ce passé. Je ne sais pas, on devrait lire aujourd'hui Un amour silencieux, Sous le voile de mon âme, La danse du jasmin. Et moi, j'ai pris plaisir à lire votre essai sur Assia Djebar, qui est vraiment un essai où on voyage, où vous nous prenez comme ça et vous nous faites découvrir une Assia Djebar qu'on ne connaissait finalement que très peu. Absolument. Assia Djebar, en fait, quand on raconte une époque de l'Algérie. Elle a commencé à écrire en 1957 et son dernier roman date de 2007, donc De la soif à nulle part dans la maison de mon père. Et dans ce segment de temps, parce que vous savez, quand vous parlez à un romancier, il y a toujours ce segment de temps. Ça peut être dans l'anticipation, comme ça peut être dans le présent ou dans le futur. Mais Assia Djebar, quand on la raconte de 1957, c'est notre Algérie d'abord, à cette époque. Nous étions colonisés, et 2007 aussi, nous étions indépendants. Et donc, il y a une littérature de Assia Djebar qui raconte la colonisation, mais qui raconte aussi l'indépendance, mais pas que. Ça raconte la femme, ça raconte l'humain, ça raconte aussi les lieux, ça raconte... en fait, Assia Djebar, ce qu'elle s'est racontée par-dessus tout, c'est l'intérieur et l'extérieur qui est l'espace de la femme. Elle sait le raconter, puisque sa mère, ses grands-mères, ses aïeules, ce sont des femmes de l'intérieur. Donc elle raconte un petit peu ces femmes comme les femmes d'Alger dans leur appartement. Donc on a cette femme à l'intérieur de l'espace. Donc elle essaye de la raconter. Elle a raconté Baya, puisque aujourd'hui en Algérie on parle beaucoup de Baya. Le voile de l'Algérie, où il est question, ou le blanc de l'Algérie. Le blanc de l'Algérie, où on découvre ces femmes, cette galaxie de femmes extraordinaires. C'est un livre, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, parce qu'on découvre un arrière-fond de l'histoire qu'on ne connaît pas forcément. Et en plus, chez Assia Djebar, vous avez l'écriture concise, poétique, belle et profonde. En fait, Assia Djebar, elle ne raconte pas les choses superficiellement, mais elle va au tréfonds de l'histoire, elle pénètre les arcanes de l'histoire, comme je pourrais vous donner l'exemple de Loin de Médine, par exemple. Elle est partie jusqu'à l'avènement de l'islam, puisqu'il est question aussi de raconter cette époque qui est très importante pour nous, puisque à travers les Omeyyades, tout de suite, l'islam est entré dans l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, qui était l'Algérie. C'est très important de raconter cette époque. Tout comme vous, à travers, par exemple, Sous le voile de mon âme, sorti en 2006, vous évoquez la culture berbéro-musulmane à travers une allégorie mystique. Absolument. Dans la danse de Jasmine également, où il est question d'une femme, on va dire duale, double, pour dire simplement. Absolument. Un peu double, un peu complexe. Métaphore d'un combat également entre elle-même et enfin, son moi mondain et son moi plutôt intime, et aussi une métaphore entre le Nord et le Sud. Absolument. Toujours vu à travers également, on peut faire un parallèle également avec Assia Djebar, donc une femme engagée. Je dis ça pourquoi, en fait, pour revenir à la culture et au patrimoine, il s'agit des femmes algériennes qui ont une superbe force et une volonté un peu pudique. Ce sont finalement elles les gardiennes de notre patrimoine, de notre culture, mais on n'en parle pas assez, et c'est ce qui ressort à travers vos livres. Absolument. C'est un hommage un peu silencieux que vous faites, que vous délivrez. C'est un hommage silencieux, et puis vous avez raison d'évoquer La danse du jasmin, parce que c'est un livre que j'ai écrit en lisant le livre de Assia Djebar, Blanc de l'Algérie, et Loin de Médine aussi. Ça a été deux livres très inspirants pour moi. Et vous savez, quand je lis, que ce soit Assia Djebar, comme ça peut être Nadine Gordimer, un peu les écrivains dans le monde, et principalement les nôtres, c'est très très important de savoir ce que racontent nos aînés. On a envie de raconter sa petite version contemporaine du présent. Donc c'est Assia Djebar, elle a écrit en 54 et puis 2007 aussi. J'étais un peu dans le monde des écrivains, mais pas tant que ça. Et pour moi, Loin de Médine, c'était inspirant. Pourquoi ? Parce qu'elle va monter jusqu'à l'avènement de l'islam, elle va raconter les femmes qui ont entouré le prophète, elle va raconter les féministes de ce temps. Et elle ressort la fille du prophète qui est une grande féministe. Et là, nous ne le savons pas. Donc, elle arrive à raconter ses raouillettes,
rawiyat, d'ailleurs elle utilise ce mot dans ses écrits. Et c'est très important de savoir le rôle de la femme qui n'était pas en fait dans le confinement, dans le retrait, mais il était présent dans la société, dans la cité ou dans la tribu, si je puis me permettre, puisqu'il est question aussi des tribus, de Médine. Voilà, dans le huis clos, elle participait aux discussions, finalement à la fondation de la religion elle-même. D'ailleurs, Nadia Sebri, c'est une forme d'engagement, mais pas dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire pas l'engagement politique ou de la politique politicienne un peu au rabais. Donc, est-ce que, alors je vous pose ma question, est-ce que l'écrivain ou le littérateur doit-il forcément être engagé? Est-ce qu'il doit dénoncer son époque ou être une veille pour son époque? Vous savez, l'écrivain, il est interpellé par un questionnement d'abord. Tout à l'heure, avant d'arriver là, j'étais en train de lire Mahmoud Darwish. Et Mahmoud Darwish, cet écrivain, poète palestinien, qui a été en fait déporté, chassé de sa terre, il avait 7 ans. Donc pour lui, il y a ces réminiscences. Tout le temps, toute la carrière de Mahmoud Darwish, ça a été les réminiscences de cette séquence un peu douloureuse. Cette séquence douloureuse où il a été chassé, il avait 7 ans, il regarde son père, puis il voit son père un peu arraché. Il est arraché à sa terre et il n'arrive pas à expliquer à son fils qu'ils sont chassés de leur terre, de leurs origines. Qui dit la terre dit les origines. C'est très important un peu en littérature le vocable terre. Et donc Mahmoud Darwish, toute sa vie, il a raconté ce regard. Donc c'était un questionnement par rapport au présent, par rapport à son exil, ou peut-être même pas l'exil. Il dit parfois, je me sens même pas en exil, j'ai plus de pays, je n'ai pas de pays. Et donc, ce questionnement-là, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, il est très important chez l'écrivain. Et puis, il raconte pas que la tragédie et les malheurs, l'écrivain. Il raconte l'espoir, il raconte la vie, il la dessine dans sa tête, il la rêve. Il y a aussi le rêve chez l'écrivain. Le rêve. Donc c'est pour ça, comme vous avez dit, la politique au rabais. Et j'ai beaucoup aimé cette définition de parfois dans la facilité, si je puis me permettre, et donc il y a le rêve, il y a transcender l'instant. Il y a monté plus haut que le présent et tenté de donner un tant soit peu de bonheur. Mahmoud Darwish le dit, on m'a tout pris, mais on ne me prendra pas les mots, on ne me prendra pas les effluves, les senteurs, la douceur de cette Palestine que je tenterai toujours d'esquisser et de rediffuser. Alors vous faites bien de me parler... D'ailleurs, il dit, pardonnez-moi, Karim, je vous en prie. Il dit, je suis ni slogan, ni un être machine, je suis un Palestinien humain. Nous sommes des humains, nous savons aimer la vie et nous savons sentir les odeurs des fleurs d'amandier. Ça, c'est ses propos. Nous célébrons évidemment. la vie. Absolument. Contrairement à la propagande qu'on tente de diffuser en Occident ou ailleurs, on esquisse un Palestinien un peu qui est dans le ressentiment, qui est dans la pulsion de mort, qui est dans la destruction pour la destruction, qui est finalement dans le nihilisme, pour rejoindre peut-être les possédés de Dostoïevski, qui n'a pas de sacré, qui n'a rien, alors que le Palestinien est complètement à l'opposé, et surtout, même les écrivains, d'une certaine manière, du Moyen-Orient, ils sont là en train de chanter les effluves, les odeurs, les couleurs, les parfums, les femmes aussi. En tout cas, pour nous, les auteurs, on ne peut pas être indifférents à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. J'écoutais hier ou avant-hier le philosophe américain Cornel West, qui est vraiment quelqu'un pro-palestinien. Professeur à Harvard. Absolument. Et, il arrive à donner le ton dans les universités américaines par ses conférences. Et il interpelle un petit peu la dignité, le courage, le bonheur, la vertu, la citoyenneté. Et il dit, ça appartient à l'humanité. Ça n'appartient pas à des suprémacistes racistes, idéologues, un peu noyés dans leur folie, parce qu'aujourd'hui on assiste à une folie. Et on n'est pas loin de la folie, c'est-à-dire ou alors comme il a dit Hegel, nous sommes dans un abattoir, hein, l'humanité elle est dans un abattoir actuellement, ce qu'on voit c'est tout sauf la fierté et l'élégance d'être un humain. Et justement, ces personnes-là que vous êtes en train de portraiturer, qui sont dans les suprémacistes, comme vous dites, passent leur temps à parler de liberté, tel le slogan. Mais en fait, à force de parler de liberté tout le temps, on
on oublie de l'incarner ou de l'exercer ou de se battre pour. C'est exactement ce qui se passe. Peut-être en Europe ou en Occident, il y a une espèce de crise, pour rester dans un euphémisme. D'ailleurs, Karim, permettez-moi de dire que tout ce qui est, pour reprendre un peu le vocable de Cornel West, evil, tout ce qui est evil, tout ce qui est le mal ne peut pas être l'humain. L'humain est fait pour... Je citais Mahmoud Darwish tout à l'heure, aimer les fleurs de l'amandier. Un Palestinien a le droit de rêver, de prendre son petit déjeuner le matin, de partir à l'école, de s'habiller, de rechigner avec sa mère. Il n'a plus droit à cela. Vous imaginez, chaque jour, depuis le 7 octobre, mais nous, les écrivains, nous sommes plus conscients que ce n'est pas le 7 octobre, c'est en 2009, on a écrit beaucoup de choses aussi, et puis tout le temps, on a tout le temps écrit, et cet enfant palestinien, au nom de l'humanité, au nom de tous les penseurs de l'humanité, qu'ils soient arabes, musulmans, américains, israéliens, ou peu importe leur nationalité, au nom de l'humanité, il est temps d'arrêter la mascarade et de dire que ce mal, poussé à l'extrême, ne reflète pas l'humain. Il reflète le satanisme, il reflète la folie, il reflète la désacralisation de l'homme, finalement. La décrépitude de l'être. Mais finalement, Nadia Sapri, je vous pose la question, est-ce que c'est vrai, c'est un symptôme d'une époque, mais est-ce que c'est pas la liberté qui est en jeu? Est-ce que c'est pas l'atteinte à la liberté qui est en jeu? Finalement, beaucoup d'auteurs nous ont alertés sur ce danger de ce totalitarisme. Je sais pas, Kafka nous en parlait, Mohamed Dim nous en avait parlé, Malik Haddad, oui. Hannah Arendt, Camus, je vais pas faire toute la liste, mais finalement, c'est un vieux problème où l'homme essaye d'esclavagiser son alter ego, finalement. Et ce qui est ridicule dans tout ça, ce qui est un peu cocasse, ce qui est absurde, c'est prétendre être l'humain, prétendre figurer dans le panel des hommes et des femmes et représenter le mal à outrance. On ne peut pas. Et les écrivains sont interpellés par ce questionnement, qu'ils soient philosophes ou qu'ils soient romanciers ou qu'ils soient poètes ou qu'ils soient historiens ou qu'ils soient philosophes. J'ai cité Cornel West parce qu'actuellement j'aime bien son ton, son propos vraiment où il fait la guerre à tout le monde pour être dans les grandes universités américaines et il dénonce. Il ne sourcille pas, il dénonce. Absolument, il dénonce, il fait pas et il dit elle est où la dignité, elle est où, il est où le courage, comment peut-on affronter le mal et le bien, c'est-à-dire il nous pousse à être dans un on veille finalement à travers des dérives, une crise. Il nous pousse à être ou dans le bien ou dans le mal, mais ce mal-là, il dépasse l'entendement. Mais c'est un système aussi politique, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on s'arrête sur l'immédiateté, sur l'information au jour le jour. C'est vrai qu'il faut faire de l'analyse profonde pour comprendre un peu les symptômes d'une époque. Mais finalement, Cornel West s'inquiète également de la dérive des démocraties libérales. On l'a observé également avec Raza, mais surtout avec, je ne sais pas, durant c'est encore le cas, avec la guerre en Ukraine, où parfois on a interdit l'enseignement des modules parlant de Dostoïevski, de Pouchkine, c'est-à-dire qu'on est allé si loin dans la russophobie qu'on avait interdit par exemple je sais pas, le Bolchoï, des artistes russes, Dostoïevski, on pouvait plus le citer, Tolstoï, enfin, on est arrivé loin dans le liberticide finalement. Oui, en fait, quand on parle de démocratie, c'est à géométrie variable, c'est double standard, c'est la folie, quoi. Quand il s'agit, mais c'est là où l'humain est sorti de son instinct, de son espèce. Il est sorti parce que vous ne pouvez pas, pour la définir, que vous avez votre réseau et de là, vous interdisez un peu, parce que Dostoïevski, c'est une époque aussi. Il a parlé beaucoup du nihilisme, c'est-à-dire la désacralisation de l'époque, et qu'elle allait rendre l'humain fou. C'est-à-dire dès qu'on désacralise, dès qu'on n'a plus de rempart, de digue, que ce soit l'identité, la religion, l'humain devient fou. Et ça a été une leçon pour tous les psychologues. Il est reconnaissant de ce qui c'est-à-dire que l'humain a besoin de digues et d'anticorps. Vous savez, on est aussi dans la propagande et je crois que les médias aussi dans le monde sont en train de partir dans la facilité pour montrer un côté légitime de se défendre, parce que c'est ce qu'on entend depuis octobre, on entend une légitimité de se défendre, mais seulement l'humain
à la raison. L'humain est doté de la raison. Chez nous, en islam, on l'évoque beaucoup. L'homme doté de la raison, doté du bon sens. Et du libre arbitre aussi. Absolument. Donc, il ne peut pas y avoir toute cette mascarade des êtres sous des gravats. Je vous ai dit, le matin, vous prenez votre café, vous êtes heureux, vous chantez, vous parfumez, vous avez votre salle de bain. Et puis, ce monde-là qui provoque ou qui nous donne à voir un génocide aux yeux de l'humanité, se parfume, voyage, rigole, sourit, se maquille, puis en toute aisance, ils sont là à dire que nous sommes dans la légitimité de se défendre, alors que nous voyons des enfants sous les décombres, sous des... C'est insupportable pour l'humanité. Mais on est arrivé aussi au point du non-retour. Ça doit cesser. C'est-à-dire le déclin des civilisations est arrivé à son point de non-retour. On est dans le déclin. Nous sommes dans les déclins des sociétés occidentales. Alors justement, le déclin des sociétés occidentales, il y a une philosophe qui en a parlé, c'est Hannah Arendt, et qui a travaillé beaucoup sur les totalitarismes. Elle s'est reportée sur les totalitarismes nazis et staliniens. Elle avait dit, faites attention parce que ces totalitarismes peuvent muter pour être beaucoup plus sophistiqués. Quand on lui a dit quelle est la différence entre les anciens et les nouveaux, elle a dit que les anciens totalitarismes, je vais y arriver, domptaient les corps, et les prochains dompter les esprits. On y est. Absolument. C'est-à-dire, on est en train de produire des humains qui ne peuvent plus critiquer, qui n'ont plus le libre arbitre, qui n'ont plus ce regard où le mal, on arrive à le voir le mal et pas comme le bien. Et là, donc, on est sorti de l'humain. L'humain, et en écriture, c'est très intéressant, que ce soit Assia Djebar ou comme vous avez cité Dib, ou on peut citer aussi Dostoïevski, Hannah Arendt, Camus, avec la peste de Camus aussi. Oui, Jean-Paul Sartre, en fait, même comme France Fanon, tout ce monde-là qui a écrit. En fait, même quand on a vu la Deuxième Guerre mondiale, on a vu des films, on a vu des reportages, on a été touché aussi par des sociétés qui ont subi le nazisme, ils ont subi les affres du mal. Mais aujourd'hui, ces mêmes sociétés, ils deviennent des monstres et ils se targuent de se défendre. C'est ça, l'équation reste là. Et en fait, l'humanité, parce qu'aujourd'hui, vous savez, vous avez les gens, ils regardent les télévisions, l'information, vous l'avez à Alger, mais elle est déjà arrivée en Australie, aux États-Unis, aux Émirats, je sais où, en Afrique, au fin fond de l'Afrique, mais l'information est arrivée. Donc l'humain doté de bon sens a déjà jugé. Je vous ai dit, c'est d'ailleurs, pour citer, il y a beaucoup de contemporains aussi qui disent que c'est le déclin des civilisations. C'est ça, il faut vraiment entendre ce que je suis en train de dire. C'est que nous sommes les sociétés puissantes, suprémacistes, des Blancs sont en déclin par rapport à ce consentement tacite, à cette complicité. Nous sommes définitivement dans le déclin. Il faut qu'il y ait des penseurs, des politiques, des historiens, des personnes dotées de bon sens qui doivent arrêter cela. Finalement, vous ne pouvez pas être complice d'une telle tragédie. Vous ne pouvez pas être Finalement, complice. Ce que vous nous dites en substance, c'est qu'il faut remettre peut-être le livre au cœur de du débat, pour un peu nourrir la réflexion, pour un peu alerter et surtout pour un peu sensibiliser et humaniser finalement. Les historiens, les sociologues, les écrivains, les poètes, ils ont tous un point commun, c'est que ce sont des amoureux du livre. Ils sont des amoureux du livre et c'est des amoureux du temps. Chez eux, le temps est très important. Quand on écrit, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure sur Assia Djebar, j'écris mon présent, mais mon présent me pousse à comprendre ce qu'était le passé. Le passé, peut-être 57, c'est très important dans mon passé de mes aïeuls, le 57, comme le 7e siècle aussi, il est très important, comme encore plus loin. 4e siècle, c'est très important. Donc, quand on voit tout cela, quand on essaye un petit peu de jauger le temps, de le comprendre, parce que c'est un questionnement, l'écriture, vous allez comprendre que peut-être le niveau de la décadence n'a jamais atteint comme il est aujourd'hui. Parce que si vous prenez par exemple l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, et vous prenez aujourd'hui, à l'époque on n'avait pas les images.
Donc l'humain, il entendait parler des choses, mais il n'avait pas toutes ces images qu'il reçoit à la figure. Aujourd'hui, vous avez des images que vous recevez à la figure. Il y a des personnes qui me disent, moi je ne peux pas avoir certaines chaînes parce qu'on montre des gravats, et tout ça. C'est insupportable pour moi. Non, moi je dis, il faut regarder cela, parce que nous sommes interpellés par cette image. Il ne faut pas avoir peur de regarder, il ne faut pas avoir peur de juger, il ne faut pas avoir peur de mettre les mots là où il faut. Quand vous avez mal, quand vous avez une plaie, une douleur, vous ne pouvez pas dire, ça me fait du bien. Je suis heureux, tout est parfait. Il y a une douleur en vous. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, c'est une douleur de l'humanité. Voilà, le cri de Nadia Sepri qu'on a reçu aujourd'hui. Merci Nadia Sepri, on arrive à la fin de notre entretien. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes auteure, directrice du magazine Livresque. Un réel plaisir d'échanger avec vous. Lisez surtout l'essai de Nadia Sepri sur Nasser Djebba, vous allez voir. Ça en vaut le voyage. À bientôt Nadia Sepri, merci beaucoup. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci d'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News et je vous dis à samedi.